On n'a pas besoin de parler la même langue pour courir ensemble. On n'a pas besoin de parler la même langue pour aller faire un foot. Et ce qui est génial en fait dans le sport, c'est que ça inverse le rapport aidé-aidant qu'on a l'habitude d'avoir, et notamment avec les personnes qui ont un parcours d'exil. On va courir avec Noureddine, par exemple, qui va nous aider à progresser. Et donc c'est eux qui apportent quelque chose et qui ont plein de richesses et plein de talents, qui partagent ça. Et je trouve que dans le sport, on retrouve vraiment cette force-là. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Noémie et Mathilde, respectivement directrices et bénévoles au sein de l'association Kaboubou. L'objectif de cette association est de favoriser l'inclusion des personnes exilées socialement et professionnellement grâce aux valeurs fédératrices du sport et notamment de la course à pied. Le 6 mars dernier, 25 bénévoles et bénéficiaires de l'association étaient présents sur la ligne de départ du Harmonie Mutuelle Summit Paris pour y vivre un grand moment de partage, une bulle de solidarité si précieuse pour tous, qu'ils soient migrants, demandeurs d'asile ou réfugiés. Ce jour-là, ils étaient tous de simples coureurs parmi d'autres, venus se dépasser pour aller chercher une même médaille. Mais je ne vous en dis pas plus. Marguerite et Noémie vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Bulle solidaire. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Harmonie Mutuelle. Acteur de santé globale, Harmonie Mutuelle protège plus de 5 millions de personnes et accompagne ses adhérents, entrepreneurs et entreprises clientes en apportant des solutions innovantes en santé, prévoyance et prévention. Être en bonne santé, c'est aussi vivre dans une société en bonne santé. Une société plus juste, plus solidaire. Avec Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Bonjour Noémie et Marguerite, je suis ravi de vous recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci également Noémie de nous recevoir et de nous accueillir chez toi pour cet enregistrement. Comment est-ce que ça va en cette belle journée estivale? C'est une journée parfaite pour aller courir, non? On prend les baskets et on arrête l'interview maintenant? Je suis d'accord, on y va. Bonjour Qui est Guillaume. partante? à fond, on y va. Let's go. C'est donc la fin de l'interview. Merci beaucoup à vous deux. Marguerite, Noémie, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à votre pratique sportive et puis à votre engagement au sein de l'association Kaboubou, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs, nous dire un peu qui vous êtes dans la vie? Marguerite, du coup, je suis bénévole dans l'association de Kaboubou depuis 6 mois environ. Et voilà, et je travaille dans l'aménagement du territoire. Et tu as quel âge? Et j'ai 31 ans. D'accord. Et Noémie, j'ai également 31 ans. Je suis cofondatrice et aujourd'hui co-directrice de l'association Kaboubou. Et j'habite à Paris. Nous sommes dans ton appartement. Exactement. Est-ce que vous pourriez nous parler de la place que tenait le sport dans vos jeunes années? Est-ce que le sport était très présent dans vos familles? Est-ce que c'est un héritage lointain ou est-ce que vous pratiquez le sport depuis récemment? Alors, moi, je l'ai toujours un peu pratiqué, mais plutôt comme un loisir. Parce que ça a toujours été assez important pour mes parents. Donc, c'était une activité qu'il fallait avoir, peu importe le sport. Donc, j'en ai essayé plusieurs, sans jamais m'accrocher à un en particulier. J'ai jamais vraiment aimé tout ce qui est sport d'équipe ou de ballon. C'était pas ma spécialité. Donc, j'ai fini progressivement par regarder uniquement le running. Et de mon côté, c'est assez similaire. Ça a toujours été important dans notre famille. On a tous, mes frères et sœurs, fait du sport et de la musique. Donc, ça faisait partie des activités. Après, plus jeune, j'ai fait beaucoup d'équitation, j'ai fait du handball et un peu de gymnastique. Mais après, le running, je l'ai commencé assez tard, on peut dire, quand j'avais 25 ans, je pense. Et c'est vraiment le sport qui m'a plus plu et que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au running? Bonne question. Je pense que Ah oui, c'était en 2015. J'étais en école de commerce à Rouen. Et il y avait les 10 km de la ville. Et on était plusieurs amis. Et on s'est dit, on va faire ce 10 km-là.
et je l'ai terminé. Je me suis dit, plus jamais je ne fais une course de ma vie. On C'était se dit toujours horrible. ça à chaque fois. Ouais, terrible. Et du coup, finalement, un semi-marathon. Et 3 mois c'est plus tard. un an plus tard, semi-marathon avec une amie. Et je me suis dit, allez, défi. Et finalement, ça m'a plu. Donc, premier semi-marathon, je me suis dit, plus jamais, jamais de ma vie, je ne ferai de marathon. Et De semi. petit à petit, de semi, mais de marathon aussi. Et finalement, j'ai fait aussi le marathon. Donc, voilà. Maintenant, je ne dis plus jamais. Et toi, Marguerite? Moi, j'en ai toujours fait un peu de manière très aléatoire depuis jeune. C'était beaucoup avec mon père. Et on n'habitait pas à Paris à l'époque. Et du coup, c'était plutôt pour profiter d'un moment. Donc, à l'époque, on habitait dans le sud. Donc, c'était courir au bord de l'eau ou de manière un peu aléatoire le matin dans des week-ends entre copains. Et après, j'ai arrêté pendant mes années d'études parce que c'était difficilement combinable avec la vie étudiante. Il y a d'autres Et choix qui sont faits à ce moment-là dans la vie étudiante. c'est ça. Travailler, bien sûr. Voilà, exactement. Et voilà. Et c'est plutôt quand je suis arrivée à Paris que j'ai réussi un peu à stabiliser ma vie. Quelque chose qui me manquait, que je voulais rééquilibrer. Et donc, du coup, c'est avec le running. Tu as du mal à te remettre à la course à pied dans Paris? J'imagine que le contexte était un peu moins favorable que ce que tu avais connu préalablement. Ouais, bah après, je trouvais que ça a souvent été le long de la Seine. Je trouvais que ça marchait assez bien. Donc, c'était. Voilà, j'ai repris par là. Quels bénéfices ou quels accomplissements vous trouvez tout particulièrement dans la course à pied? Qu'est-ce que vous apporte la course à pied que vous apporte pas d'autres activités sportives, mais pas seulement, Marguerite? Je trouve que ça vide. Ça dépend de son état d'esprit, mais je pense que ça vide pas mal la tête. Ou moi, ça me permet d'aussi de clarifier les choses, de penser, de ranger un peu les choses dans ma tête. Tu cours dans le silence? Ou tu as des podcasts ou de la musique? Ou des gens? Je courais avec la musique et depuis que j'ai commencé à courir avec du monde, j'ai tout à fait arrêté la musique et j'arrive plus à courir avec la musique. Donc là, c'est un vrai changement. Noémie, les bénéfices pour toi? De mon côté, j'ai les deux aspects. L'aspect de la course individuelle où j'ai ma musique et ça me permet vraiment d'avoir un moment, comme tu dis Marguerite, pour réfléchir et pour penser à plein de choses, pour se détendre. Et la course à pied en groupe où on peut vraiment partager. Et j'aime bien aussi qu'on se dise, on est dans un nouveau lieu et on va aller profiter de ça pour le découvrir en courant. Ça permet de voir beaucoup de choses, et que ce soit à la campagne ou à la ville. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Quel est votre type de sortie favorite? Les sorties longues, un petit 10 km, un peu de dénivelé, qu'est-ce qui vous amuse le plus, les fractionnés? Moi, je pense que c'est 10 kilomètres. Je pense que c'est la bonne distance, c'est la bonne temporalité. Et effectivement, comme disait Noémie, c'est un bon rythme pour découvrir les alentours de là où on se pose pour quelques jours. Et pour moi, le meilleur run, c'est celui du matin au soleil et au bord de l'eau. Donc à Paris, on va dire la Seine, mais au bord de l'océan, c'est pas mal non plus. Noémie, en marge de ta pratique sportive, tu es à l'initiative du projet Kaboubou qui tient une place centrale dans ta vie puisque tu t'y consacres aujourd'hui à temps plein. Est-ce que tu peux nous parler de sa genèse, nous donner un peu les principes fondateurs de l'association et puis en profiter pour nous donner la signification de Kaboubou? Oui, je vais commencer par ça. Kaboubou, ça signifie l'amitié par le sport en swahili et c'est également un type de lutte congolaise. Donc on a créé cette association en 2018, en janvier 2018, et ça partait d'une idée qu'on a eue à l'été 2017. L'été 2017, pour remettre un peu de contexte, c'était la candidature de Paris aux Jeux 2024. On ne savait pas encore si on allait accueillir les Jeux ou pas. Et il y avait beaucoup d'envie de changer les choses autour du sport et de créer une candidature différente pour Paris avec un vrai héritage à ces Jeux. Et dans ce cadre-là, Paris 2024 a organisé un hackathon avec Make Sense, qui est un incubateur de projets d'entrepreneuriat social et solidaire. Et l'idée, c'était vraiment de rassembler des personnes qui étaient intéressées autour de l'entrepreneuriat et de, ensemble, en groupe, d'imaginer un projet. Et c'est là que j'ai rencontré les deux autres cofondateurs. Et on s'est dit, pourquoi on n'utiliserait pas justement cette force du sport pour intégrer des personnes qui sont parfois en marge de notre société. Et à cette époque-là, on faisait en fait du bénévolat
à Porte de la Chapelle, ils avaient installé un camp d'accueil de personnes qui ont un parcours de migration. Et en discutant avec les personnes sur place dans le camp d'accueil, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de ces personnes-là qui faisaient du sport dans leur pays, de la course à pied, mais aussi du fitness et du football, et d'autres sports d'ailleurs, et que quand ils sont arrivés en France, ils ont dû arrêter à cause de contraintes, que ce soit financières, matérielles, ou même de Pas savoir par contraintes. quel bout prendre le Voilà, sujet. même le Pas de français, ressources. le réseau, comment on entre dans un club de sport, alors que chez eux, ils faisaient du foot avec leurs amis, pas du tout dans une structure, par exemple, ça peut être le cas. Donc du coup, on s'est dit, on va créer un grand tournoi de football et on va rassembler ces personnes-là qu'on a rencontrées autour du bénévolat et des personnes locales, donc c'est des personnes, nos amis, des personnes qu'on avait dans notre réseau. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme force sur ces tournois-là et sur ces séances de running aussi d'ailleurs. Et on s'est dit, en fait, là, ce qu'on a, c'est pas seulement une séance de sport, c'est un outil pour créer des amitiés, pour créer des opportunités de lien social, pour aller plus loin. Et à partir de ce moment-là, a commencé Kaboubou. Les messages clés que tu cherches à faire passer, et puis la mission fondamentale, si tu devais la résumer en quelques phrases. Donc Kaboubou aujourd'hui vise à faciliter l'inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées en utilisant le sport. Et vraiment, notre mission et notre réussite, c'est quand les personnes se voient en dehors des actions sportives. Aujourd'hui, on propose beaucoup de sports différents. On a de la boxe, du yoga, de la course à pied, du football, du basket. Je regarde Marguerite parce que C'est bon, on en a beaucoup. Il en reste combien? 3, 4? Il y en a d'autres? Il m'en reste pas mal. Il y a la natation. Voilà, il y a le vélo aussi. Bref, on a beaucoup de sports et on est en train de développer à Paris et à Lyon et on commence tout juste à Strasbourg. Mais tout ça pour dire vraiment que c'est une base en fait, c'est un prétexte, le sport, comme outil de rencontre parce que c'est un double objectif Kaboubou. C'est donc évidemment permettre l'accès à la pratique sportive pour des personnes qui en sont éloignées, mais c'est aussi déconstruire les préjugés qu'on peut avoir autour de la migration et changer le regard de la population locale en favorisant les rencontres. Est-ce que c'est des convictions qui t'ont toujours habité? Cet engagement, tu l'as développé finalement au fil des années? Non, au fil des années. J'avais aucune idée du parcours migratoire de personnes. Je ne savais pas du tout. C'est assez récent d'ailleurs. Je l'ai découvert en montant Kaboubou. Tous les jours, on découvre les dessous de la migration et les problématiques administratives qui sont liées à ces parcours. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le type de profil que vous accompagnez? Est-ce qu'il y a des conditions d'éligibilité ou c'est par nature très universel et ouvert à tous? Et c'est peut-être aussi l'occasion de nous expliquer la distinction entre des notions comme celle de migrants, de demandeurs d'asile, de réfugiés. Est-ce que tu peux nous faire une petite explication de texte sur ça? Moi, je serais le premier curieux d'en savoir plus pour mieux saisir un peu les nuances. Oui, c'est sûr que c'est des mots qu'on entend beaucoup et on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment, on va dire, il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé à faire du bénévolat. En fait, on entend beaucoup parler de migrants, mais toi, Guillaume, si tu vas dans un autre pays, par exemple l'Italie, tu vas être considéré comme migrant. Migrant, c'est toute personne qui quitte son pays. Donc, en fait, tout le monde peut être migrant. Ça peut être même migrant en interne au pays. Il y a beaucoup de migrations qui sont en interne des pays également. Et ça, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, migrant, ça a aussi une connotation négative. Ça c'est s'ouvre pas une notion de connotation fait que ce soit négative. provisoire ou définitif. C'est vraiment le simple fait d'être dans un D'être autre déplacé. pays. Okay. D'être déplacé et déplacé pas forcément de force. Ça peut être déplacé pour des études, pour d'autres raisons. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai quitté mon habitat de base. Et donc ça, c'est migrant. Ensuite, une personne qui se déplace pour un exil forcé va arriver en France et va demander l'asile. Donc, demandeur d'asile, ça signifie que la personne a fait une démarche administrative pour déposer l'asile à la préfecture. Derrière, il peut y avoir une demande d'asile pour raisons économiques, pour raisons politiques, pour raisons de guerre, de discrimination, pour raisons, bientôt, ça va être de plus en plus récurrent pour raisons climatiques. Donc voilà, on fait la demande d'asile, on est considéré comme demandeur d'asile. Une fois que c'est accepté par la préfecture, on reçoit un titre de séjour, une protection internationale
Donc on va s'appeler, entre guillemets, on va s'appeler un bénéficiaire de la protection internationale. Et c'est là qu'on devient le mot réfugié. On devient réfugié une fois qu'on a un statut et qu'on peut rester sur le territoire français. Donc en fait, un réfugié est un migrant. Un demandeur d'asile est un migrant. Merci beaucoup pour ces éclaircissements précieux. Kaboubou, en fait, donc, il y a un périmètre d'accompagnement qui est lié à l'inclusion sociale, on en a parlé. Il y a aussi la dimension professionnelle, qui fait aussi partie de l'inclusion sociale, mais voilà, sous une forme, quel est le type de projet ou d'accompagnement que vous pouvez proposer à vos différents bénéficiaires? De base, on fait vraiment que les activités, on faisait que les activités sportives en 2017, 2018, 2019. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait beaucoup de personnes qui venaient aux activités, qui cherchaient un travail, qui nous demandaient comment être bénévole, comment avoir une expérience professionnelle. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé des formations professionnelles. Donc on a créé des parcours qui accompagnent la personne de A à Z. Donc le premier parcours qu'on a créé, c'est la formation FIT, formation inclusion travail. Et cette formation permettait à des personnes d'obtenir un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Donc ça, c'est une formation diplômante qui permet de travailler dans l'animation sportive en France. Et donc les personnes qu'on a accompagnées ont été formées et aujourd'hui peuvent être rémunérées pour des opportunités d'animation. Voilà, et au fur et à mesure, on a développé les formations. On est en partenariat avec des organismes de formation et avec des entreprises. Et on a un second programme qui s'appelle Splash, qui est, comme son nom l'indique, pour devenir sauveteur aquatique. Et donc, les personnes qui vont faire ce programme-là vont pouvoir obtenir un BNSSA. Et ensuite, donc on a créé, parce que c'est un métier en tension, le métier de sauveteur aquatique. Et l'idée, c'est que dès qu'ils sont diplômés, ils peuvent être embauchés derrière. Et la particularité des programmes de Kaboubou, c'est qu'il y a un accompagnement social sur toutes les problématiques transverses, que ce soit de l'hébergement, que ce soit le droit au compte bancaire, que ce soit les problématiques sociales avec la CAF par exemple, toutes les démarches administratives. Ils ont également des cours de français et ils ont des ateliers professionnalisants. Donc ça peut être un atelier où on les aide à améliorer leur CV, où c'est des simulations d'entretien d'embauche. Donc c'est vraiment un parcours complet pour ensuite pouvoir accéder au marché du travail. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'organisation de l'association aujourd'hui? Comment elle est structurée? Quel est le champ d'action de chacun? Oui, donc on a 3 grands blocs dans l'association. Le lien social avec les activités sportives, tout ce qui est valorisation des compétences avec le bénévolat et tout ce qui est professionnel. Donc le bénévolat, on le met souvent dans le lien social aussi, et on a un programme pour les femmes qui s'appelle Potentiel, parce qu'en 2019, on s'est rendu compte qu'on n'avait quasiment pas de femmes exilées qui participaient à nos activités, alors que les femmes exilées représentent 40% aujourd'hui des demandes d'asile en France. Donc on s'est dit pourquoi elles ne viennent pas au sport. Donc évidemment, elles font face à des contraintes plus importantes que les hommes. Et donc, on a créé des sessions spécifiques pour les femmes et un programme qui les suit sur 1 an, qui leur permet d'avoir accès à du yoga 1 fois par semaine et de faire un binôme, une femme locale, une femme exilée. Et un samedi sur 2, elles découvrent un nouveau sport. Donc, on a fait des initiations de course à pied, bien sûr, mais on a fait des initiations. Là, récemment, il y a eu la capoeira, du jiu-jitsu, il y a eu de l'escalade, il y a eu du football. Donc voilà, plein de sports différents pour les femmes. Donc voilà, 2 grandes organisations, le lien social et la formation au sein de Kaboubou. Et on est en train de travailler sur le modèle d'essaimage pour permettre à d'autres villes de développer ce modèle-là. Et donc on a ouvert à Lyon et on est en train de réfléchir pour ouvrir à Strasbourg. Comment se finance l'association aujourd'hui? Principalement par des subventions publiques, mais également privées. Cette année, c'est la première fois qu'on a des subventions pluriannuelles. On est subventionné par l'Olympic Refuge Foundation, qui est la fondation du CIO. Ça fait beaucoup d'acronymes, mais le CIO, c'est le Comité international olympique. Et on est aussi lauréat de Impact 2024, qui est le programme de subvention de Paris 2024. Donc voilà, donc ça, c'est nos grosses subventions. Et après, on a également des dons de particuliers. Si tu viens par exemple à la course à pied, tu peux faire une donation libre lors de l'inscription.
On a également des prestations aux entreprises. On organise des team building, que ce soit de sport collectif ou des ateliers de sensibilisation. On a par exemple, la semaine dernière, organisé un grand tournoi de basketball pour une entreprise. Et dans ces cas-là, ça rassemble tout le monde. Et c'est animé par les personnes qu'on a formées pour être animateurs, pour être coach. Et ensuite, donc ça leur permet aussi de répondre à un objectif d'insertion professionnelle. Et ensuite, on organise des ateliers de sensibilisation. On a créé un outil qui s'appelle la fresque de la migration, sur le modèle de la fresque du climat, pour comprendre en fait tous les enjeux autour de la migration. Et rien que la définition dont je vous ai parlé tout à l'heure sur migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, ça c'est un concept qu'on retrouve dans la fresque de la migration. Et on le fait beaucoup en entreprise, hein. C'est de plus en plus demandé, donc comme atelier team building et de sensibilisation. Donc ça, c'est une part grandissante de nos ressources. Si on revient un peu plus aux origines de l'association, est-ce que tu as le souvenir d'un déclic, d'un moment où tu t'es dit, où tu as pu prendre la pleine mesure de l'utilité et du sens de ce que vous faisiez? Ça peut être une chose très anodine, mais est-ce qu'à un moment tu t'es dit, ok, là on change vraiment la vie des gens et je le mesure parce que il se passe ça. Enfin, c'était quoi le premier moment où tu t'es dit, ok, on est dans le droit chemin et on apporte de l'utilité à ces gens-là qui en ont besoin? Je pense qu'il y a ces moments-là toutes les semaines. Il y a vraiment énormément d'exemples depuis qu'on a commencé, de personnes qu'on suit aussi depuis 3-4 ans, qu'on voit évoluer, qui sont arrivées au début, qu'on a rencontrées, qui ne parlaient pas français. Et aujourd'hui, ils parlent français, on peut avoir une discussion avec eux. Donc, c'est pas que Kaboubou, loin de là. On travaille avec énormément de partenaires. Il y a un travail associatif qui est vraiment intense et nécessaire à Paris. Mais je trouve que de voir l'évolution des personnes qui arrivent en France, c'est incroyable. Et quelque chose qui m'a particulièrement marquée, c'est l'histoire d'un jeune qui était dans l'équipe de foot chez Kaboubou et qui s'est retrouvé à la rue du jour au lendemain, un mineur, un été, et du coup on l'a hébergé chez nous. Et ça m'a permis vraiment de découvrir le contexte des enfants qui arrivent en France et qui sont seuls. Donc on les appelle les mineurs non accompagnés, qui sont parfois pas protégés par l'État français alors qu'ils sont mineurs, pour des raisons d'évaluation de minorité par le département. Et tout ça, j'ai découvert un contexte dont je n'avais aucune idée avant. Et maintenant, de voir ce jeune évoluer, et il fait toujours partie de l'équipe de foot. Et maintenant, il a sa minorité qui est reconnue, donc il est protégé. Et ça, c'est vraiment incroyable de voir ce genre de parcours. En quoi est-ce que le sport est, selon vous, aujourd'hui, un tel vecteur d'inclusion? Qu'est-ce que vous avez comme conviction sur la capacité qu'a le sport à intégrer, enfin en tout cas à contribuer à l'intégration? Et est-ce que la course à pied a tout particulièrement cette vertu-là, selon vous? De par son accessibilité, peut-être Oui, pour moi, c'est vraiment un langage universel, en fait. On n'a pas besoin de parler la même langue pour courir ensemble. On n'a pas besoin de parler la même langue pour aller faire un foot. Et ce qui est génial, en fait, dans le sport, c'est que ça inverse le rapport aidé-aidant qu'on a l'habitude d'avoir, et notamment avec les personnes qui ont un parcours d'exil. On va courir avec Noureddine, par exemple, qui va nous aider à progresser. Et donc, c'est eux qui apportent quelque chose et qui ont plein de richesses et plein de talents, qui partagent ça. Et je trouve que dans le sport, on retrouve vraiment cette force-là. Marguerite, est-ce que tu peux nous parler de ton histoire, toi aussi, avec Kaboubou? Tu nous as expliqué tout à l'heure que ça faisait quelques mois que tu avais rejoint l'association. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à Kaboubou? Du coup, je cherchais un groupe pour courir parce que c'est bon, après multiples déménagements, j'avais fini par trouver quelque chose de stable. Et du coup, en faisant quelques recherches, j'ai découvert Kaboubou juste à côté de chez moi. Et donc, j'avais fait une première tentative une première expérience il y a 2 ans. Puis après, il y a eu toute la période de Covid, donc là, je me suis arrêtée et quand j'ai voulu reprendre, je m'y suis remis et puis, une fois, on a entraîné, une autre et finalement, je suis devenue, régulièrement tous les jeudis et voilà, et au bout de 2 mois, l'association m'a demandé si je voulais être, bénévole, pour accompagner l'association. Comment elles se tiennent, ces sorties hebdomadaires?
On se retrouve du coup tous les jeudis à 20h à la place de la Rotonde à Stalingrad. Je pense que ça va faire 3-4 ans maintenant que c'est le même jour, à la même heure, le même lieu. Ça n'a pratiquement jamais changé. Et donc on se retrouve, on accueille les différentes personnes. Vraiment, toutes les sessions sont assez différentes en termes de nombre de personnes. Ça peut varier souvent quand même, vu que c'est en extérieur, en fonction de la température et des saisons euh, et de la présence du coup de chacun. Et donc là, on part pour environ 8 kilomètres le long du canal de l'Ourcq. Et donc on part tous ensemble. Et le but de cette section, c'est que ce soit vraiment ouvert à tout le monde, à chaque session, à tous les niveaux, pour quelqu'un qui veut débuter le running ou quelqu'un qui fait des super performances en running. Et donc on part tous ensemble, et puis ceux qui vont le plus vite, régulièrement, dès qu'ils se retournent et qu'ils ne voient plus les autres, reviennent, font des boucles, et donc font leur séance. Peut-être eux vont faire peut-être le double de kilomètres avec les boucles. Mais voilà, on reste tous ensemble et on arrive ensemble à la fin, et de temps en temps, on fait des petits exercices le long du parcours, on monte des escaliers. Avec le sourire. Exactement, c'est toujours dans la bonne humeur. Et on peut le voir parce qu'on fait une photo pour chaque souvenir de séance, et on peut voir les sourires. Vous ne souriez pas que sur la photo. Non, on sourit globalement tout le temps. Noémie, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du nombre de personnes que vous avez accompagnées, par exemple, l'année dernière ? Oui, l'année dernière, on a eu 1300 participants et participantes à Paris et à Lyon. Donc, c'est des personnes qui sont venues au moins une fois à une activité Kaboubou. Et vous avez formé une 30aine de personnes aussi. Exactement. Merci beaucoup pour cette introduction. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois qui a été un peu revisité ces dernières semaines. Je vous propose de commencer vers toi, Noémie, en l'occurrence, avec la première question. Quel est le talent que tu aimerais le plus avoir ? Il n'y a pas de limite, vas-y. Le talent que j'aimerais vraiment avoir, c'est l'art oratoire, de pouvoir parler sur tous les sujets et pouvoir convaincre, être en capacité, comme je veux, de pouvoir faire passer tous les messages que je souhaite. T'es convaincante là, pour l'instant, depuis le début de nos échanges en tout cas. C'est un sujet que je connais bien. Pas d'inquiétude sur les talents. Marguerite, deuxième question de cette basket chinoise pour toi. Un jour parfait pour toi, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient ? Comme ingrédient, là actuellement, je dirais qu'il faut d'abord partir en Bretagne. Ok. Parce que c'est un peu ma région de cœur. C'est le prérequis. Voilà, c'est ça. Et puis, dans une journée, il y a souvent un petit tour en bateau, à la voile, avec une petite balade ou rando, au bord de la plage. Il y a souvent un pique-nique et puis une petite session de surf en fin de journée. Ça donne envie, non ? Avec la combi, donc. Ou pas. Ou pas. Ça dépend. Dernière question de cette basket chinoise pour vous deux. L'activité qui vous apaise le plus ? Qui veut commencer ? Moi, je peux commencer, pas de souci. En ce moment, c'est de faire un câlin à ma fille et de partir courir au soleil. Et moi, effectivement, pas très original, mais je vais garder la course parce que je trouve que qu'on soit de très bonne humeur ou de moins bonne humeur, c'est toujours un moment d'apaisement ou d'euphorie. Ça dépend, en contexte de course ou tout seul. Et on ne regrette jamais d'y être allé en plus. Ça n'existe pas. Merci beaucoup Marguerite et Noémie. Le moment est venu de parler de votre course épique, le Harmonie Mutuelle Summit Paris 2022. Quelques mots introductifs pour présenter ce semi-marathon et son édition 2022, la 30e du nom, à laquelle tu as donc pris part, Marguerite, ce qui n'était pas ton cas, Noémie, dispensée de semi. Oui, pour cette année. Le dimanche 6 mars dernier, soit 6 mois après sa précédente édition, l'Harmonie Mutuelle Summit Paris a repris sa traditionnelle place dans l'agenda d'avant-crise sanitaire. Pour en dire un peu plus sur le parcours, donc les 40 000 participants de la course, dont 4 000 coureurs étrangers, partent depuis le pont de Sully, à proximité de la place de la Bastille, pour rejoindre directement la rive gauche et longer la Seine pendant 3 km. Ça, c'est le début, ça va. Ouais. Après une première partie roulante, retour sur la rive droite pour s'engager sur la rue de Charenton, une portion montante, direction ensuite le bois de Vincennes, que le peloton découvre après 6 km de course. Au 2e kilomètre, les coureurs passent devant le château de Vincennes. La mi-course vient alors d'être dépassée. Il faut ensuite attendre le 14e kilomètre pour sortir du bois de Vincennes et retrouver les rues de Paris. Au 17e kilomètre, c'est la dernière ligne droite, ou presque. Elle est un peu longue comme dernière ligne droite, tu nous le confirmeras, je pense, Marguerite. Oui. Les Quétiennes accompagnent les coureurs jusqu'à l'hôtel de ville au kilomètre 19 avant de les mener à la place de la Bastille, où est jugée l'arrivée après 21,1 km de course.
Au-delà de leurs propres ressources mentales, les coureurs et coureuses peuvent également compter sur une foule parisienne venue en nombre, encourager avec ferveur les athlètes élites comme les coureurs amateurs. Pour finir, quelques considérations statistiques complémentaires. Près de 2 tiers du peloton se sont élancés cette année pour la première fois sur ce Harmonie Mutuelle Summit Paris. Cette année également, les femmes représentaient plus d'un tiers des participantes, 36% pour être exact, un chiffre qui est en augmentation. On voudrait que ce soit plus, mais c'est une tendance en tout cas qui est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est jamais suffisant. Voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête sur la course épique qui va nous intéresser aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez le podcast, donc c'est un moment qui est redouté, qui est la question qui pique. Mais vous êtes deux, donc vous avez quand même plus de chances d'arriver à trouver la réponse à deux. J'ai entièrement confiance. On va donc aujourd'hui s'intéresser au Swahili, puisque tu l'as dit tout à l'heure, le mot kaboubou vient du Swahili. Et donc, tu nous as expliqué tout le sens de cette notion, enfin de ce terme kaboubou, et puis le fait effectivement soit aussi une activité sportive, une lutte traditionnelle congolaise. Le Swahili, pour repréciser, c'est une langue bantoue qui est parlée dans la région des Grands Lacs africains, en Afrique centrale et australe, par environ 300 millions d'Africains, ce qui en fait la deuxième langue la plus parlée d'Afrique. Voilà ma question qui pique pour vous. Vous êtes prête ? Oui. Une chanson au titre en Swahili, extraite de la bande originale d'un film, est devenue extrêmement populaire au milieu des années 90. Est-ce que vous avez une idée du nom de cette chanson en Swahili ? Hakuna Matata. Bravo. Tu valides, Marguerite ? Je valide. Je l'avais pas, mais je valide. C'est absolument ça. Alors moi, je l'ai découvert en préparant cette question parce que je ne le savais pas. Et Hakuna Matata, c'est effectivement une devise qui est issue de l'expression swahili Hakuna Matata Tizo, qui signifie il n'y a pas de problème. L'expression, c'est d'avoir fait connaître dans les pays occidentaux en 83 avec la reprise de Boney M de la chanson Jumbo Bwana du groupe kényan Them Mushrooms, que tu connaissais sûrement, Noémie. Non, pas du tout, mais tu en sais beaucoup plus que moi. Et qui donc reprenait la phrase de Hakuna Matata dans son refrain. Et puis ensuite, elle a connu un nouvel élan de popularité avec la chanson du film d'animation Le Roi Lion qui est sorti en 1994, comme chacun sait. Voilà, Simba est le roi de la jungle, ça, il n'y a aucun doute, mais vous êtes les reines de la question qui pique. Et Simba, ça signifie lion en swahili. Ah oui je me suis fait avoir mon propre projet de la question qui pique. C'est la question qui repique. C'est tout ce que je sais. Bravo à vous. Allez, je vois que vous tournez comme des lions en cage. Avant qu'on parle de la course épique de Marguerite, on va donc rentrer dans ton Harmonie Mutuelle Summit Paris. Je te propose de remonter un petit peu le temps et d'évoquer, Marguerite, l'édition de septembre 2021 du Harmonie Mutuelle Summit Paris. Est-ce que c'est pour toi un prolongement naturel finalement et peut-être une demande qui a été formulée par les membres de l'association de faire des courses en complément des entraînements que vous pouvez avoir chaque semaine, chaque jeudi? Est-ce que c'était un souhait plutôt émis par eux ou plutôt une initiative de votre côté, Kaboubou, pour proposer d'autres choses et d'autres moments de connexion et de partage? Je pense que c'était proposé par l'association. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'en ai eu vent, parce que en fait, je faisais partie de l'association et c'est dans le groupe des différents bénévoles qu'on a eu cette proposition. Donc, ça venait de l'association. Oui, et notamment le semi-marathon, c'est grâce à Harmonie Mutuelle, parce que c'est une opportunité géniale pour les coureurs, vu le prix du dossard pour un individuel. Et en fait, la course du jeudi, c'est vraiment pas de la compétition. Donc là, on avait déjà fait des 10 km et on s'est rendu compte que c'était génial pour toute l'équipe. Et au fur et à mesure, maintenant, les gens demandent par contre, quand est-ce que c'est la prochaine course ? Quel accueil les membres de l'asso ont réservé à cette perspective? Est-ce qu'ils étaient globalement très déterminés, très volontaires, ou est-ce que pour certains, c'était aussi beaucoup de doutes et de questionnements? Je pense qu'il y avait un peu des deux. Et je pense qu'il y a cette volonté d'essayer, en fait. Et surtout, je pense de participer à un collectif. Je pense que c'est ça. Tout le monde s'est auto-motivé, j'imagine. Exactement. Que ce soit en groupe ou individuellement, tout le monde s'est dit j'ai envie d'en être. En échangeant un peu avec vous en amont de cet entretien aujourd'hui, vous aviez soulevé le fait qu'il y a pas mal d'irritants finalement qu'on n'a pas forcément en tête sur la partie, déjà sur l'inscription, basiquement. Concrètement, c'est quoi les barrières finalement à lever en amont de la course pour que les membres de l'asso puissent participer, s'inscrire? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme limite pour eux? Ça va être parfois dans la lecture du français. Et du coup, dans l'inscription, tout simplement, dans les différentes questions qui sont posées et qui ont parfois des tournures, comme toute tournure administrative, qui n'est pas forcément compréhensible. Donc ça, c'est toujours... Voilà, donc nous, la plupart du temps, du coup, on répond à ces questionnaires, on s'occupe des inscriptions.
Mais voilà, mais il y a plusieurs plateformes, il y a des noms, les mails n'ont pas les mêmes noms. Ils n'ont Donc, pas forcément des mails? alors ça, ils ont tous des mails, mais après, les noms des mails ont toujours des noms différents, donc parfois ça va dans les indésirables. Donc voilà, donc c'est retrouver le mail et puis ils ont plusieurs mails, donc c'est toujours ou ils les suppriment. Donc, Et deuxième obstacle assez conséquent, les certificats médicaux, parce qu'il faut prendre rendez-vous chez le médecin. Nous, ça nous paraît assez simple, mais en fait, quand on n'a pas la couverture maladie, c'est la croix et la bannière et c'est payant. Donc, on essaye aussi de les accompagner. Donc, normalement, toutes les personnes qui sont en France ont le droit d'avoir une couverture maladie, mais à cause de démarches administratives pas toujours réalisées, il y en a qui se retrouvent sans ce droit-là. Donc, nous, on essaye de trouver des médecins qui peuvent prendre ces personnes-là et surtout s'y prendre à l'avance parce qu'on sait que ça peut être compliqué, notamment à Paris, de trouver un médecin qui fait un certificat médical. Et surtout, alors ça, je ne comprends pas pourquoi, les médecins, on en a beaucoup qui n'écrivent pas en compétition ou qui n'écrivent pas course à pied. Donc, on trouve les rendez-vous, ils vont chez le médecin et ils sortent avec leur certificat non valide. Donc voilà, ça c'est... C'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Marguerite, c'est ta première expérience sur un format semi-marathon à cette occasion. Est-ce que tu peux nous le raconter très brièvement, cette expérience? On aura le temps de développer un peu plus l'édition de mars dernier. et ben, la première édition de septembre, donc c'est ma première course voilà, de cette longueur-là. C'était à la fin de l'été, donc pas forcément de préparation, de régularité avant. Donc je m'étais dit, «Bon, c'est un défi et puis je vais essayer quoi qu'il arrive» et c'était une édition où il a fait particulièrement chaud. Donc ça a été quand même, assez difficile et puis, dans l'euphorie de la course, les 5 premiers kilomètres, je suis partie à fond. Résultat, je me suis, Brûler brûlé les ailes. pieds à Ok. 5 kilomètres et à partir de ce moment-là, c'était dur jusqu'à la fin. Ça peut être long, 16 km ensuite. C'est long. Mais du coup, à l'édition, voilà, de mars, je me suis rappelée de chacune des étapes en me disant: «Bon, bah, Pas deux ça va fois. mieux, voilà, que la dernière fois». Puis ce semi, il a eu aussi le mérite de peut-être te remotiver, te remettre dans une belle dynamique sur la pratique de la course à pied, sur laquelle tu avais un peu décroché par la force des choses, notamment avec le confinement. Exactement, ça m'a permis de me dire que, voilà, même si on peut le faire, parce que je l'ai fini en septembre, c'est plus agréable avec un petit peu de préparation et ça permet d'avoir, différentes sensations et pas uniquement, de la souffrance. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de mettre en place une certaine préparation de façon un peu collective où il y a trop d'enjeux différents et d'hétérogénéité dans les profils, dans la disponibilité de chacun pour vraiment structurer, les accompagner sur la phase amont? Bah, alors déjà, on court, bah, 1 fois par semaine et après, quand on s'est rapproché du semi, voilà, il y en avait, 2-3 qui connaissaient, un petit peu les techniques de fractionner? Fractionné. Et donc, voilà, du coup, on a fait quelques exercices et puis, certains, avaient envie de faire des courses un peu plus longues, donc ils proposaient des formats, le week-end, pour, voilà, pour essayer quand même, avant la course, un peu plus de 10 kilomètres. Combien vous étiez à être inscrit sur cette course et puis quel type de profil c'était, à quel point c'était hétérogène? On était 25 sur le semi de mars. C'était assez hétérogène, je pense qu'entre les locaux, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus de personnes, réfugiées. Plutôt masculines sur cette session. Heu, mais ça, on va y travailler pour, apporter des filles. On en a déjà qui sont, motivées pour la prochaine session. Chacun arrive avec ses propres objectifs sur une ligne de départ, on le sait. Est-ce que malgré tout, vous avez identifié un peu des motivations communes? Est-ce qu'il y a des raisons principales pour lesquelles ils ont décidé de s'inscrire? C'est pour se prouver des choses, se challenger, rencontrer des gens, le partage, un peu tout ça? Pour vivre l'expérience, je pense. Finir avec une médaille, en fait, c'est hyper symbolique ça. C'est bravo pour ce que vous avez fait. C'est très fort comme message. Et je pense qu'aussi, là, c'est la 3e année qu'on fait un semi-marathon. Les personnes commencent à voir les photos aussi. Peut-être que celles qui se disent c'est pas pour moi voient en fait que tout le monde peut le faire.
Et je pense que c'est dans la continuité des entraînements du jeudi. Marguerite, il y avait cette idée d'être partie prenante, évidemment, de cet élan collectif. Est-ce que toi, tu avais aussi un enjeu plus personnel sur la course, une envie? Sur cette deuxième session, pas particulièrement. C'est vraiment l'expérience collective et puis, là, en fait, de passer du temps, une fois par semaine, avec toutes sortes de personnes qu'on revoit parfois qu'on voit une seule fois, parfois qu'on voit 2 fois, parfois, on finit la course, maintenant on est potes, quoi. Donc on fait on a des expériences en dehors des jeudis maintenant, donc voilà, donc c'est vraiment pour passer un moment ensemble, Vous êtes aussi sympa le dimanche que le jeudi, alors ça y est, ça s'est vérifié? oui. Ok. Comme toute course, le moment du retrait du dossard, il rend le projet très concret, donc il fait monter en pression d'une certaine façon, et puis c'est aussi un moment d'excitation assez fort. Comment il s'est passé ce moment-là et comment vous l'avez vécu, ce retrait des dossards? Là, c'est toujours un moment assez important parce que du coup, déjà, on s'identifie tous. Donc, déjà, il y a le moment de rencontre pour savoir avec qui on va courir. Parce qu'il y en a qu'on connaît moins, tout le monde ne se connaît pas. Donc, du coup, c'est déjà une première étape d'identification. Et puis, voilà. Et puis, effectivement, on sent l'excitation qui monte au fur et à mesure. Donc, tout le monde parle beaucoup, se demande s'il est bien prêt, s'il a tout ce qu'il faut. Se donne un peu les derniers conseils et puis, beaucoup de fierté, je pense, de Déjà, participer. avant même de partir, ouais. Exactement, ouais. Moi, j'ai juste un souvenir de ce retrait des dossards-là, c'est que on avait une obligation de montrer le pass vaccinal et non pas le pass sanitaire. Donc ça veut dire qu'un test ne suffisait plus. Et ça, on a eu vraiment beaucoup de problématiques. Et surtout, cette édition-là, je pense que le pass vaccinal a été arrêté peut-être une semaine après. Donc ça nous a... Une petite surcouche administrative. Ouais, Il exactement. fallait un pass vaccinal en compétition ou c'était bon? Marguerite, comment tu vis les moments qui précèdent le départ, la nuit précédente? Est-ce que c'est une source d'inquiétude particulière quand tu as un rendez-vous comme ça qui t'attend ou c'est que du plaisir et puis de l'impatience? C'est un grand mélange, je pense, de pas vraiment d'anxiété, mais ouais, de savoir si, on va y arriver, mais en même temps d'excitation parce que, voilà, c'est toujours un moment, de partage. Voilà, les toutes petites inquiétudes que je peux avoir, c'est toujours sur l'alimentaire et tout ça, parce que c'est quelque chose voilà, que je trouve toujours difficile à gérer et on se rend compte que, au-delà de 10 kilomètres, il faut y réfléchir un petit peu avant. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce semi et puis en quoi tu l'imagines différent de ta première expérience? Il est différent parce que déjà, je me suis plus préparée. Donc, je m'attends vraiment À plus profiter à finalement? plus profiter, voilà, avoir plus de variations dans la course et plus, voilà, avoir des ressentis un petit peu différents. Ça y est, nous sommes le dimanche 6 mars 2022, le grand jour est arrivé, le grand jour qui démarre par les retrouvailles et le dépôt des affaires. Est-ce que le plan s'est déroulé sans accroc? Est-ce que ça a été un peu chaotique cette mise en route? J'ai la réponse. Effectivement, quelques accros, même si on a bien répété les consignes la veille sur l'heure d'arrivée. Arriver à l'heure, c'est toujours, voilà, un grand défi. Parce que les personnes qui venaient, en plus, venaient de très loin pour certains. Oui, voilà, c'est Ça ça. Il y a la stimulait pas non plus. distance, il y a la notion de temps qui est différent, dans toutes les cultures, on s'en rend compte. Donc, l'heure, pour, voilà, différentes cultures, en fait, l'heure est assez différente. Une heure précise, c'est pas pareil pour tout le monde, en fait. Il y en a quelques-uns qui arriveront quand ils arriveront, quoi. Il y a eu un peu de perte au passage ou tout le monde était là? À ce moment-là, on en avait voilà, au moment du départ, voilà, l'arrivée, au métro, pardon, là, on avait déjà une perte, de 2 qui n'étaient pas encore là. Donc on s'est dit: «Bon, bah, on continue, on avance, on dépose les affaires», et là, il faisait extrêmement froid le matin parce que, voilà, on partait dans le Sas Harmonie Mutuelle, donc à, il me semble, 8 heures du matin. Donc certains étaient bien équipés, il y avait des petites chaufferettes, ce qui nous ont bien sauvé la vie, sur le temps d'attente. Et donc, voilà, on s'échauffe un petit peu, on essaye de rejoindre le sas. Là, on perd encore quelques personnes, dans la foule, parce que, voilà, on a croisé d'autres associations qu'on connaît, donc l'Euphorie et puis finalement,
entre ceux qui veulent vite, vite, vite être dans le sas de peur de jamais partir, et puis ceux qui prennent leur temps et profitent du moment. Voilà, enfin, on les perd, on les retrouve pas dans le sas de départ, mais il y en avait quelques-uns, je pense que c'était 3-4. Quelle est l'ambiance justement dans ce sas, une fois que vous êtes tous réunis et qu'on est à quelques secondes du départ? Il y a beaucoup d'excitation, de joie, beaucoup de sourires, malgré le froid, mais ça, des sourires crispés, mais des sourires. Et voilà, et je pense que c'est beaucoup d'empressement de commencer, de démarrer. Vous aviez décidé de démarrer tous ensemble? Il y avait quelques petites règles un peu tacites que vous étiez données ou... Par habitude, en fait, le jeudi, c'est pareil. En fait, on commence toujours ensemble, le temps de s'échauffer. Il n'y a pas de départ trop rapide. Et puis, il n'y a pas de personne. Enfin, on va dire qu'il y a peut-être des objectifs individuels de temps, mais c'est pas la priorité. Donc, Tu n'es pas parti à 3 minutes du kilomètre? non, pas cette fois-ci. 3,10. Comment est-ce que se passent justement les 3-4 premiers kilomètres de la course que vous réalisez tous ensemble? C'est un moment où vous vivez collectivement? Oui, voilà, c'est un moment collectif. C'est très agréable parce que malgré le froid, c'est quand même le début du jour à Paris. Donc c'est très calme et c'est quand même un moment privilégié de vivre ce moment de douceur, tous ensemble. Et je pense que la symbolique de Paris aussi est très importante pour pas mal d'entre nous. Et donc, voilà, donc on court ensemble, on rigole. Même si à 8h du matin, on arrive à faire des blagues. Et même si vous êtes congelé, vous arrivez à rire, ce qui est pas mal. C'est ça, exactement. Et donc, c'est un très bon moment. Et voilà, tout le monde rigole. Vous êtes tous très identifiables, non? C'est ça, vous portez le même t-shirt? Voilà, exactement. On porte tous le même t-shirt. Et ça, c'est tout au long de la course. Ça nous permettra, nous, de nous retrouver, mais aussi d'être identifiés par soit justement d'autres associations, soit en fait par des personnes qui sont venues soutenir les uns et les autres tout au long du parcours. Par la force des choses, le groupe commence un peu à s'étirer au niveau de Vincennes, au niveau du kilomètre 6, où chacun commence un peu à se caler sur son propre rythme, et puis il y a un regroupement naturel par niveau qui s'opère. C'est un passage qui est un peu délicat pour toi, même si tu t'es promis de ne pas partir trop vite et de ne pas lâcher les chevaux, finalement, tu t'es un peu fait surprendre, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, parce qu'effectivement, dans l'euphorie collective, on part toujours trop vite. On en a un particulier qui est avec nous et qui, lui, part toujours à l'envers pour, c'est dans son caractère de toujours faire des blagues, donc part à reculons pendant 2 Combien de kilomètres. temps? 2 kilomètres. Et puis finalement, se retourne et puis ralentit et on le retrouve à la fin de la course. Mais voilà, ça fait déjà 3 fois qu'il fait la même chose. Donc voilà, on part toujours un peu trop vite parce qu'on veut rester tous ensemble et puis on se rend compte arrivé à Vincennes que par duo, par l'habitude de courir ensemble le jeudi, on connaît à peu près, on identifie ceux avec lesquels on va pouvoir commencer la course. Donc ça se fait pas mal par duo, on le voit sur différentes photos qu'on récupère de la course. Tout le monde trouve son binôme. Oui, donc toi, naturellement, tu te retrouves avec un membre de l'asso et puis un bénévole avec toi. Il y a le passage de Vincennes dans le bois sur lequel tu trouves ton rythme. Tu continues toujours à profiter du moment. À partir de ce moment-là où tu as trouvé ton rythme, vous avez le temps d'échanger et puis d'être dans l'émerveillement de cet instant-là. Oui, voilà, c'est ça. Et on se connaît bien, donc on sait qu'on a le même rythme. Et puis, on est très bavards tous les deux. Donc, à partir du moment où on arrive à parler, ça veut dire qu'on se dit qu'on a un rythme qui nous convient, en tout cas pour le début de la course. Est-ce que vous croisez d'autres membres de l'asso au fil du parcours ou est-ce que finalement chacun reste un peu sur son rythme et vous vous êtes pas tellement vus? Sur le début de la course, en fait, on se voit pas mal sur les lignes droites. On s'identifie par rapport à nos t-shirts. On se connaît. Donc là, on est vraiment pas très loin. Donc, de temps en temps, il y a des mouvements, il y a des échanges dans les duos avec ceux qui arrivent à démarrer un peu plus vite. Ceux qui sont finalement sortis la veille et donc qui se rendent compte qu'il va falloir ralentir pour finir. On balance pas les noms. Je serai secrète là-dessus. Donc voilà, les duos changent et puis aussi toute l'équipe qu'on a un peu perdue au départ, qui sont pas mal, sont les plus rapides, donc qui nous rattrapent, mine de rien, je pense à la moitié du parcours, qui nous font une petite tape sur l'épaule et qui nous dit on se retrouve à la fin. La montée vers Domeny, le kilomètre 15, donne lieu à des retrouvailles, des regroupements et beaucoup d'émulation. C'est un moment dans lequel tu t'es senti aussi particulièrement porté. Ça a été un des moments forts de ce semi.
Oui, voilà, ça. Alors, au début, je la redoutais et c'est celle que, en tout cas dans l'équipe, on appelle la grande montée, sans savoir exactement où elle est, mais on sait qu'elle arrive à un moment du parcours et je pense que beaucoup de ceux qui ont participé en mars avaient participé en septembre et du coup avaient redouté cette grande montée au soleil. Il vaut mieux pas savoir en fait. Et il faut mieux pas savoir, exactement. Et surtout qu'on sait il me semble que le premier ravitaillement est notamment en haut et en haut de cette montée. Donc ce qui est très important avec la chaleur en septembre. Et en fait, au fur et à mesure de la course, il y a de plus en plus de monde sur les bords de la course. Et je pense que c'est en haut de la montée où là, il commence à y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'associations, beaucoup d'applaudissements. Donc là, ça redonne un petit coup d'énergie. Tu le disais tout à l'heure, c'est des associations. Vous vous connaissez, c'est ça, entre vous? Vous avez l'habitude de vous croiser? On se croise et puis que ce soit bénévoles ou enfin en fait souvent quand même les personnes qui participent aux activités sont venues d'autres assos, se connaissent, ont des copains enfin voilà, ça bouge beaucoup entre les associations et donc ça il y a toujours quand même il y a toujours des enfin c'est pas enfin en gros toutes les personnes participent à plusieurs associations, que ce soit autour du sport, autour de l'aide alimentaire, que l'aide aussi de la culture. Donc on se reconnaît entre nous et donc on s'encourage les uns les autres. Commence ensuite pour toi un nouveau chapitre de la course avec un rythme qui s'accélère porté par la fougue d'Antoine, qui est le président de Kaboubou. Est-ce que tu lui en veux à ce moment-là? Est-ce que tu envisages de quitter l'assaut et de démissionner? Alors à ce moment-là, pas encore, parce que c'est le début de l'accélération. Et voilà, Antoine que j'ai appris à connaître sur cette course, donc qui était juste derrière nous et qui justement se sépare de son binôme, me voit devant et se dit bon il y a un bon rythme, je les rejoins. Donc il nous rejoint. On commence à discuter, à échanger de nos vies, de nos parcours, et puis arrivé un moment, il dit bon, on a un bon rythme, on peut accélérer. Et là, c'est Toi, là où tu on dis non? commence. Non, merci. Là, pour l'instant, c'est la première fois qu'il dit on accélère, donc je me dis pourquoi pas. J'avais encore des bonnes sensations. Je me dis les jambes marchent, tout marche, donc on y va. La fin de parcours a été assez exigeante, justement, puisque le rythme n'a fait que augmenter. Comment est-ce que tu as vécu ces derniers kilomètres, puis cette espèce de longue ligne droite, qui n'y en a pas une, mais en tout cas, ces derniers kilomètres, le long de la Seine, le passage de l'hôtel de ville, comment ça s'est passé pour toi? Du coup, ouais, voilà, la première accélération, c'était le long de la Seine. Donc ça va, on a des sensations quand même, des jambes quand même qui commencent à se sentir, mais je me dis tant que c'est pas autre chose que les jambes, donc c'est pas le vent, tant qu'il y a pas de pointe, ça va, on continue, et c'est à partir du moment d'Hôtel de Ville, qui était mon moment redouté parce que c'était vraiment, pour la session de septembre, le moment le plus difficile, parce que voilà, Antoine me dit: «Bah, on tourne Hôtel de Ville», il me dit: «Bah, tu vois, on voit Bastille, donc on est arrivé». Et là, je me dis: «Ça va être long», parce qu'il me dit: «Si on peut faire un bon temps si on accélère encore». Il s'arrête jamais. Et il s'arrête Insatiable. pas. Surtout, il s'arrête pas. Et moi, je dis: «Mais moi, vas-y, si tu veux y aller, vas-y». Il me Pars dit: «Non, devant, non, j'arrive. voilà». Il me dit: «Non, non, pas du tout. Tu vas le faire avec moi, tu encore là». Et voilà. Et du coup, à plusieurs reprises, j'étais là genre: «Non, mais il dit: «Non, non, allez, on y va, on y va, on y va». Et il m'a portée jusqu'au moment où, effectivement, on arrive autour de Bastille, où là, il y a tellement de monde, d'encouragement, d'applaudissements, que là, on se laisse porter On peut jusqu'à la ligne repartir pour une d'arrivée. deuxième boucle, presque. Peut-être Presque. pas. Tu conclus ce semi de Paris après 1h40 minutes et 49 secondes d'effort. Quelle est la première chose à laquelle tu penses quand tu franchis la ligne d'arrivée? Est-ce que tu penses ou est-ce que juste Antoine t'a tellement poussé dans tes retranchements que tu as besoin Je de me dis: faire «J'ai une pause réussi». et t'allonger par terre? Non, je me dis: «J'ai réussi». Et puis ce que je trouve vraiment agréable, c'est que voilà, il y a ce petit moment qui est très individuel. On dit: «C'est bon, j'ai réussi». Et puis après, on avance. Donc là, avec les jambes je pense, le corps redescend, donc les jambes qui commencent à trembler. Et là, on a tous les bénévoles qui nous donnent de l'eau à manger avec un sourire assez incroyable. Et ça que je trouve vraiment agréable. On se dit: «C'est bon, on a fini». Et voilà. Vous aviez convenu de vous retrouver avec tous les autres coureurs de l'association ou est-ce que ça s'est fait naturellement, vos retrouvailles à l'issue de la course? Je pense que ça se fait assez naturellement, aussi
parce qu'on est tous assez excités de se retrouver, d'échanger sur la course, sur les sensations. On a aussi très envie de savoir les résultats des premiers, pour qui on sait il y avait un petit défi de temps. Donc on a envie de savoir comment ça s'est passé, s'ils ont réussi. Et on attend avec impatience les derniers qui vont arriver. Et du coup, c'est vrai qu'on reste, malgré les consignes de la sécurité, on reste... Et le froid. Et le froid, mais ça, à ce moment-là, on le ressent pas. On a des espèces de grandes capes plastiques roses, magnifiques. Voilà, mais à ce moment-là, on pense pas trop au froid. Je pense qu'il y a un peu l'adrénaline, l'euphorie qui fait que voilà, on bouge et voilà, on essaye d'attendre tout le monde et on veut pas sortir de ce sas tant que tout le monde n'est pas arrivé. Tu as pu les rejoindre dans le sas, toi, Noémie? Pas dans le sas, Juste mais après la sortie. à la bière de 10h du matin que je n'ai pas prise, mais que les coureurs ont bien mérité. On s'est arrêté dans un bar à Bastille et là, tout le monde a pu se rejoindre ici. Quel a été le sentiment des membres de l'association? Je pense que c'était quand même un des gros enjeux aussi de voir à quel point ils s'étaient, j'imagine, accomplis dans ce défi. Comment est-ce qu'ils ont chacun vécu cette expérience? Qu'est-ce qu'ils en ont dit? Je pense beaucoup de fierté, personnelle et collective. Et c'est ça qui est assez important, c'est que dès qu'ils ont fini et qu'ils ont leur médaille, ils demandent tout de suite qu'on fasse une photo d'eux avec la médaille, avec le sourire. Mais aussi tous les duos, les amitiés, tout le monde est fier des uns des autres de ce que chacun a accompli. Que ce soit en temps, mais tout le monde vraiment se félicite et 10 fois. Et je pense qu'on a chacun sur notre portable 200 photos de ce moment dans le sas. Oui, c'est ce que j'allais dire, les photos et les partages sur le groupe WhatsApp, c'est très révélateur. Tout le monde, à la fin de la course, partage des messages de remerciements et des messages tellement positifs. Et une chose que je trouve intéressante que tu avais évoquée, Noémie, quand on avait parlé en amont de cette entrevue, qui était le fait que la dimension là encore très universelle de la course à pied, ça c'est par nature, mais le fait que tout le monde avait la même médaille, tout le monde avait la même tenue, donc en fait il n'y avait pas de distinction possible entre les coureurs, les réfugiés, ceux qui ne le sont pas, enfin il y a une espèce de... Chacun finalement ressemble à son prochain, et c'est aussi un bon moment je pense pour ça, et ça doit leur permettre de pleinement profiter de ce moment et de ce statut qu'ils n'ont pas tellement peut-être dans leur quotidien. Ouais, et là, on dit souvent Paris est à nous quand on court. Et c'est vrai, ils ont accès à la course. Il y a des musiques, il y a des concerts, il y a tout le monde qui les applaudit. Donc c'est vraiment, on ne sait plus en fait qui a des parcours difficiles, qui a des parcours compliqués. Enfin, c'est vraiment tout le monde est égal. Est-ce qu'il y a eu très vite cette idée qui a été formulée de revivre un moment de course ensemble, avant la bière, hein, j'entends? Oui, déjà là de partager avec ceux qui sont pas là, qui n'ont pas pu venir, toutes les photos, c'est aussi marqué. Et là, pour l'instant, on veut rester à la fin de la course, on veut rester tous ensemble dans cette bulle. Mais dès que la bulle du semi le lendemain sera ouverte, à ce moment-là, tout le monde dit c'est quoi la prochaine? Semi, ou il y en a qui voulaient se laisser tenter par des distances plus longues encore? On en a quelques-uns qui voulaient faire un marathon, mais là, cette année, il est mal tombé parce que c'était le premier jour du Ramadan. Donc ça, du coup, c'est quand même... C'était une des difficultés, mais voilà, je pense que pour les prochaines, on va essayer de voir si on peut... On a un rêve chez Ouais. Kaboubou, c'est de pouvoir participer au marathon grand public de Paris 2024 avec l'équipe. Ça, ce serait vraiment génial. Ouais, je vous le souhaite, ça va être fabuleux. J'espère aussi y être d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment. Tu l'as dit, Marguerite, c'était difficile de se séparer, il y avait beaucoup d'émotions. Enfin, vous avez retenu finalement ce moment le plus tardivement possible, puisque vous êtes allés boire une bière, déjeuner ensemble après. J'ai vu quelques photos. L'idée, c'était vraiment finalement d'étirer, pas de retarder le plus possible au moment où il fallait se dire au revoir et puis chacun retomber un peu dans son quotidien, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, je sais qu'on avait tous à la base peut-être quelques choses prévues dans l'après-midi, puis finalement tout le monde a annulé en disant on reste ensemble, on déjeune et on a besoin de laisser retomber toute cette euphorie pour partir en douceur. Les retrouvailles le jeudi d'après, parce que j'imagine que beaucoup devaient avoir envie d'être là le jeudi, peut-être d'arborer même pour certains fièrement leur médaille. Est-ce que vous avez senti des choses un peu différentes dans la dynamique? Est-ce qu'il y avait un espèce de lien, et puis c'est peut-être cette fierté dont vous parliez qui était palpable? Et puis est-ce que ce désir de course, cette réalisation par la course, elle a ruisselé
sur les autres membres qui étaient présents ce jour-là et qui n'avaient pas pris part à la course? Est-ce que ça a aussi fini de les convaincre? Oui, bah, complètement, c'est vrai que le jeudi après la course, il y a toujours, beaucoup plus de monde. Enfin, en tout cas, il y a toute l'équipe, du semi qui est là, qui parle et qui a encore envie d'échanger, sur cette course et de donner envie aux autres, et du coup, je pense que c'est réussi parce qu'à chaque session, il y a de plus en plus, de demandes. Le moment où, Noémie envoie le message, où dit: «Attention, ouverture des places pour le semi», à ce moment-là, C'est vrai. ouais. Le premier semi-marathon, j'avais dû envoyer des messages individuels Ça te à relance. ceux que je connaissais parce qu'ils ne savaient pas forcément ce que c'était un semi-marathon. Aujourd'hui, on met le message et on a plus de dossards et ça part très vite. Est-ce que ce genre de moments, ils sont particulièrement marquants pour vous? Est-ce que ça aussi conforte et donne encore plus de sens à tout ce que vous faites, au-delà de ce qu'il y a de façon quotidienne et hebdomadaire? Est-ce que ce genre de moment, c'est aussi très fort pour vous? Et ça vous dit que vous êtes dans le vrai et que vous êtes à votre place? Oui, bah, je pense que du coup, ça correspond, tout à fait à ce que l'association porte comme valeur et comme envie, voilà, de partager ensemble, de bons moments. Ouais. Nous, on a vraiment un objectif de créer des bulles positives dans la vie des gens et ça, c'est une énorme bulle. Là, il y a plus de pendant l'espace de 2 heures, tu as plus de problème. Tu es heureux avec le groupe. On va parler un peu d'avenir maintenant. Est-ce que vous avez déjà les idées claires sur les grands rendez-vous, qu'ils soient sportifs ou non, pour l'année 2022 pour Kaoubou? Ou est-ce que c'est un peu au fil de l'eau et la visibilité, et pas forcément à très très long terme? Ça se construit au fil de l'eau et des opportunités. Donc, on regarde maintenant, on a commencé à regarder un petit peu des courses. On cherche plutôt voilà, des courses qui sont gratuites, faciles, pour aussi permettre à ceux pour qui, par exemple, un semi, ça va être trop, qui veulent essayer, reprendre et partager un moment parce que quand on en parle, souvent ça donne envie. Donc voilà, donc là on cherche des petites courses en ce moment donc c'est vraiment au fil de l'eau en fait. Et on va participer à la Parisienne en septembre grâce à la mairie de Paris. Et du coup, là, c'est vraiment l'objectif de mobiliser plus de filles. Et c'est 7 kilomètres. Mais j'espère que ça va être un premier pas vers le semi-marathon. Comment, Noémie, est-ce qu'on peut adhérer, soutenir Kaboubou? Vous avez besoin de quoi, idéalement, pour accélérer votre développement, peut-être au-delà de la dimension financière, mais est-ce qu'il y a des contributions, des partenariats, des choses qui peuvent vous venir en aide? Ou voilà, comment est-ce qu'on peut vous accompagner à son échelle? En ce moment, on a beaucoup de besoins de matériel et surtout de chaussures. On a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de chaussures pour aller courir, par exemple. Et donc, si je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui gardent leurs chaussures peu de temps et qui sont encore en bon état quand ils les changent. Donc ça peut vraiment nous aider, que ce soit à Paris ou à Lyon ou à Strasbourg. Et après, juste en participant à nos activités sportives. Donc si on veut être bénévole, comment ça se passe? Sur le running, par exemple, si tu veux être bénévole, tu peux venir déjà à une session pour voir si ça te plaît. Et ensuite, le mieux, c'est d'arriver aussi à aller chercher des dossards avec des partenariats. Ça, ce serait génial. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Kaboubou pour l'avenir? Beaucoup, je regarde Marguerite, mais on peut souhaiter à Kaboubou beaucoup d'impact parce que c'est ça le plus important quand même, que le plus de personnes possible aient accès au sport de façon digne et sécure et qu'on puisse aller jusqu'aux Jeux et surtout après. C'est ça le plus important, que Kaboubou puisse vivre après les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Je vous propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, une devise qui vous est particulièrement chère. Marguerite, est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous? Alors j'en ai une que tu as déjà citée un peu plus tôt dans les épisodes, c'est «On ne regrette jamais un running». Ok. Voilà, qui est un de nos membres qui le répète souvent. C'était non concerté ce motto. Voilà, commun, ouais. c'est ça. Et un de nos membres qui répète souvent «On regrette jamais un running» et c'est vrai. Je me le dis à chaque fois, oui. Ouais. Je me suis encore dit ce matin en courant. Donc voilà, ça sera le mien. Parfait. Noémie? Et de mon côté, c'est une citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'aime beaucoup ça. Très belle citation. J'aime beaucoup aussi. Merci beaucoup pour ce double motto de la fin. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, vous l'avez compris.
Merci de nous avoir donné à voir votre si bel engagement, enfin à entendre surtout, votre si bel engagement pour contribuer à permettre à chacun de trouver sa place dans la société grâce au sport, dont on connaît les très nombreuses vertus. Bravo également à titre sportif aux 25 membres de l'asso qui ont réussi à se dépasser et à rallier la place de la Bastille le 6 mars dernier, chacun à son rythme et en faisant au mieux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'accomplissement à titre personnel pour la suite et puis beaucoup de succès dans le développement de Kaboubou et dans la réalisation de sa mission si essentielle d'œuvrer contre les idées reçues et de promouvoir la solidarité par le biais du sport. Merci pour nos échanges. Merci à toi Guillaume et longue vie à Course Épique. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous deux, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment.